rythmé, c'est quelqu'un qui a besoin de partager sa vision des choses. C'est quelqu'un qui a besoin de... En fait, c'est un ou une artiste, c'est quelqu'un qui parle mieux par un autre vecteur que la parole. Le son de la scène, Mélanie Masson. Pourquoi devient-on artiste ? Quelle motivation pousse des comédiens, comédiennes, musiciens, musiciennes, auteurs, autrices, metteurs en scène, disons ces êtres hors du commun, à monter sur scène et à partager des émotions avec vous, le public ? Pendant un peu moins d'une heure, en lien avec le Grand Théâtre de Provence, le Jeu de Paume, le Gymnase ou les Bernardines, dirigé par Dominique Bluzet, un artiste se livre tout simplement à ce micro. Vous entendrez des voix parler de danse, de musique, de théâtre, de cirque, d'humour, mais aussi d'enfance, de travail, de combat, de désir, de joie souvent et de doute aussi. Le son de la scène, une série de podcasts imaginés par les théâtres. Hier, c'était l'orage. Et puis un coucher de soleil magique. Aujourd'hui, le Mistral souffle fort, très fort. Alors moins à Aix-en-Provence qu'à Marseille, toujours moins. C'est le privilège d'habiter le littoral. Je dis privilège parce que j'aime la mer à l'infini, la mienne, la Méditerranée, puis l'océan, évidemment. Je dis privilège aussi parce que j'ai toujours été très émue depuis toute petite par le son du vent dans les voiles. Les tonalités graves qui font trembler les volets en bois à la marseillaise, les mélodies un peu plus stridentes, qui me sont pourtant si douces à l'oreille quand le vent souffle, traverse les drisses et les haubans et que tout n'est plus que vibration. Vibrations qui se transmettent alors à la caisse de résonance accrochée à l'un des deux bouts, le mât, la coque ou les deux en même temps. Tiens, on va rester un petit peu dans le merveilleux vocabulaire marin, si vous le voulez bien. Sachez que le réglage de la drisse, justement, permet d'avoir un bord d'attaque très fin et un creux reculé. C'est ce qui donne la puissance à la voile, et ça, c'est en cas de vent faible. En fonction de la direction, du sens, du type de vent, il faut encore et toujours s'adapter, ajuster, écouter, observer, faire jouer et faire sonner. N'avez-vous pas l'impression que l'on parle un peu de musique, là ? Eh bien, la réponse est oui, puisque Camille Pépin, mon invitée, compositrice, est une figure montante, dit-on, prodige même, de la scène musicale contemporaine. Alors je choisirais plutôt vibrante et inspirante. Des victoires, des prix, des récompenses prestigieuses, ces œuvres jouées par des orchestres dans le monde entier, oui, c'est à noter, évidemment. Mais ce qui m'intéresse pourtant plus précisément, c'est déjà qu'elle est née à Amiens, pas franchement proche des vagues, et pourtant, vous l'entendrez, Camille trouve son inspiration dans la nature, la peinture, c'est d'une clarté absolue à l'écoute de ses symphonies. L'art de la couleur, la poésie par touche, l'impressionnisme, c'est aussi un courant en musique, et oui, je l'apprends en préparant cette rencontre. Cycle de l'eau, obscurité immense, lueur vacillante, lumière stupéfiante, noirceurs assumées, piano forte, tutti intense et profond, douceur et puissance, et que c'est beau. Avec La nuit n'est jamais complète, inspiré du poème éponyme de Paul Éluard, ce grand amoureux de l'amour qu'il écrivait si grand. Avec cette première mondiale au Grand Théâtre de Provence, là, ce soir, tout à l'heure, Camille Pépin dit, je la cite, qu'elle a voulu traduire le désir profond de croire à une lumière dans la nuit. Et si, en tendant l'oreille au vent lumineux dans les voiles, on y croyait ensemble. Bienvenue dans le son de la scène, nouvel épisode, nouveau ciel. Ici, vous êtes à l'abri des vents violents et face aux traversées, le regard droit dans le soleil. Bonjour Camille Pépin. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui ? Si on fait la météo, par exemple, de vous. La météo de... Ok. Je vais très bien. Je suis à la fois très excitée par le concert de ce soir. J'ai hâte d'y être. Et aussi déjà très émue. Parce que cette création, à la fois, entendre cette pièce, c'est vraiment très important pour moi. C'est une première à tous les niveaux. C'est une première avec l'Orchestre de Liège aussi, que j'ai rencontré lundi. Entendre votre pièce. C'est ça qui est fou. C'est dingo. Vous ne l'avez jamais entendu sonner. Là, je l'ai entendu il y a quelques jours en répétition. Voilà. Mais la première avec un public. C'est ça. Dans une salle pleine. Exactement. C'est la première fois que je vais partager mon travail, en fait. Donc il y a de l'émotion, de l'excitation. Vous seriez quoi ? Alors plutôt tempête et en même temps ruisseau ? Plutôt ruisseau, parce que je me sens assez calme aujourd'hui. D'accord. Plutôt le chant de la rivière. Oui. C'est ça ? Vous connaissez Wendy Delorme d'ailleurs ou pas ? Le non, chant pas de la du tout. rivière ? Parce que j'ai toujours un peu des bouquins sur moi, vous savez. Je sais pas, quand D'accord. vous écrivez beaucoup, Camille, peut-être vous aussi. Et c'est ça, le chant de la rivière. C'est très très beau. Wendy Delorme. Mais je connais pas. Et elle raconte l'histoire en fait d'amour
faisant parler la rivière et une autre personnage. Voilà. D'accord. Quand on écoute votre musique, on a un peu l'impression de ça. Moi, j'ai beaucoup pensé à l'eau. On peut penser aux arbres, mais les vagues font partie de vos compositions, non? Ah oui, oui, totalement. En fait, la nature est présente tout le temps, que ce soit l'eau, et puis ça peut être la mer, ça peut être la pluie, ça peut être le brouillard aussi. L'orage aussi. L'orage, la brume, ça peut être le vent. Là, je suis en train de terminer une pièce sur le vent. Ah, bah tiens, voilà. On se l'était pas dit juste avant. Ça peut être le son de la forêt. Voilà, tout ça. Ouais. On va y revenir à la nature, justement. J'aimerais qu'on commence par les mots, avant de parler musique. De toute façon, tout est souvent très lié, et j'imagine dans la composition aussi. La musique commence là où s'arrête le pouvoir des mots. Ah oui, c'est Wagner. C'est Wagner. Ouais. Alors, c'est marrant parce que quand on cherche sur les affreux ChatGPT, on trouve aussi Claude Debussy. Oui, alors Claude Debussy, c'est Est-ce que vous pouvez déjà nous dire de qui est cette phrase, cette citation magnifique que j'ai par ailleurs sur ma porte avant de partir, donc de quitter la maison, pour m'en souvenir de ça. La musique commence là où s'arrête le pouvoir des mots. C'est qui? C'est Wagner. C'est Wagner. C'est Wagner. En fait, Debussy, il a dit sensiblement la même chose, mais c'est formulé un tout petit peu différemment. C'est la musique commence là où la parole est impuissante à exprimer. Ça ne veut pas dire exactement la même chose. Non, mais ça se ressemble. Qu'est-ce que vous voyez de différent, Camille Pépin, dans ces deux expressions, alors peut-être deux citations, disons. En fait, pour moi, Debussy, il est plus du côté de l'émotion que Wagner. Alors que, je veux dire, dans les deux cas, sont des compositeurs qui savent très bien faire passer les émotions. Mais pour moi, Debussy, il y a une plus grande finesse, en fait. On ne sait pas très bien où ça commence, alors que chez Wagner, c'est très clair. C'est-à-dire, si on traduit en musique. La musique commence là où s'arrête le pouvoir des mots. Ça veut dire que la musique est plus forte que les mots. Je trouve ça beaucoup plus radical, en fait. Chez Debussy, c'est pas ça. La musique commence là où la parole est impuissante à exprimer. Mais à exprimer quoi? Quand on n'arrive plus à parler, disons. Des choses plus subtiles. Ok. C'est fou parce que quand on est compositrice comme vous, on connaît extrêmement bien celles et ceux qui nous précèdent. Et on s'inscrit au fond, je continue la métaphore du ruisseau, dans un fleuve immense de musique, non? Oui, et à la fois, personnellement, j'ai l'impression de jamais les connaître assez. Et que je pourrais découvrir de nouvelles choses, de nouvelles pépites, je sais pas, d'orchestration, de nouvelles choses qu'ils essayent d'exprimer dans leur musique toute ma vie. J'ai l'impression que c'est infini. Je crois que c'est infini, oui. Il me semble. Ça s'appelle la connaissance, l'apprentissage aussi. On revient simplement aux mots de Paul Éluard, parce que, bien évidemment, ce qui va se jouer, sonner ce soir, si je ne m'abuse, c'est à partir de ces mots que vous avez justement choisi d'écrire. Alors, on dit des œuvres, des pièces? Est-ce que les termes bien sûr, sont bons? Les deux marchent. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous lire, s'il vous plaît, Camille Pépin, on demande à nos invités dans le son de la scène de choisir un texte, celui que vous avez choisi, justement, de nous lire. Alors, la nuit n'est jamais complète. Il y a toujours, puisque je le dis, puisque je l'affirme, au bout du chagrin, une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée. Il y a toujours un rêve qui veille, désir à combler, faim à satisfaire, un cœur généreux, une main tendue, une main ouverte, des yeux attentifs, une vie, la vie à se partager. Paul Éluard, je crois qu'on est en 1951. Oui. Par là, quelque part par ici. La nuit n'est jamais complète. Qu'est-ce qui dit, ce poème, quand vous le lisez, Camille? Moi, maintenant, par exemple. Je vois que c'est un poème du côté de la vie, du côté de l'espoir, sans pour autant ignorer qu'il peut y avoir des choses sombres, mais ça donne envie d'être du côté de la lumière. C'est ça que j'aime beaucoup. On dit souvent d'ailleurs que pour voir la lumière, faut-il encore qu'il y ait de l'ombre, sinon ça ne fonctionne pas. C'est ça, c'est toujours la monnaie de la même pièce, enfin, ou les deux pièces de la même monnaie, ça dépend. Qu'est-ce qui vous plaît dans Éluard? Parce qu'il n'y a pas que ce poème-là qui vous inspire des compositions. Il y en a d'autres, il y a eu le Phénix aussi, je crois. Oui, le Phénix. Mais justement, le Phénix, c'est aussi ça, c'est l'idée de renaissance de la personne qui a traversé une période de deuil. Donc c'est pareil en fait, enfin c'est pareil. C'est similaire dans le sens où on est du côté de l'espoir et que voilà, même après une période très sombre, on peut aller mieux.
Ça me fait penser à, vous connaissez probablement Clara Isé, peut-être, ou Zao de Sagazan. Si Zao de Sagazan, je sais que vous aimez de la pop, et puis elle a fait en symphonique son dernier album, justement, super, qui est sublime. Il fait toujours beau au-dessus des nuages. Ça, c'est pour le coup, voilà. Zao, et puis il y a Le Monde s'est dédoublé, et ça, c'est Clara Isé. Ok. Et c'est vrai que votre musique me fait penser à des musiques de femmes, même si je déteste ce terme, et on va en parler je comprends, peut-être aussi. Mais c'est vrai qu'il y a un mélange fascinant entre les musiques de films, la musique classique, la pop, la chanson française. Enfin, j'entends énormément de voix. De la pop. J'entends de la pop, absolument. Peut-être parce que je suis cinéphile aussi, et que j'aime Pirates des Caraïbes, Harry Potter et John Williams, non ? Oui, moi aussi. Bah alors, vous voyez, donc on entend la même chose. Qu'est-ce qui fait que ce mélange-là, Camille Pépin, c'est le vôtre ? Comment vous l'expliquez en regardant peut-être un peu en arrière ? Parce que la composition, vous l'avez choisie tout de suite, je crois, au conservatoire. Ah oui, ça s'est fait assez naturellement et rapidement. Comment expliquer ? Parce que j'écoute pas beaucoup de pop. Par contre, la musique de film, elle m'accompagne depuis l'enfance. Et puis aujourd'hui, ce sont des musiques que j'adore écouter, que j'écoute beaucoup. Lesquelles, tiens ? Lesquelles sont dans votre tête en ce moment ? Parce que là, on n'aura peut-être pas sur la route de Madison. Vous l'avez ? Non, pas dans la tête, celle-là. pas en ce moment. J'ai la musique de John Williams qui m'accompagne énormément. En fait, ce sont même les partitions que je connais le mieux, je pense. Il y en a une précisément, là, qui vient ? Alors là, j'ai E.T. Pourquoi pas ? Moi, j'avais... C'est Pirates des Caraïbes. Ça, c'est Pirates des Caraïbes, c'est Hans Zimmer. Ah, c'est Hans Zimmer, en plus, je me suis trompée en direct, c'est génial. Et comme on coupe rien dans cette émission, je l'assume. Et pourquoi je confonds John Williams et Hans Zimmer souvent, alors, Camille ? Je pense parce que les deux, ils ont une facilité à faire sonner les orchestres qui est juste délirante. Il y en a peu qui savent faire sonner des orchestres. Vous me pardonnez alors ? Comme ça. Ah oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. En fait, et aussi, les deux savent écrire des thèmes que tout le monde peut rechanter. Je sais qu'il y a... Ça commence à remonter un petit peu, mais il y a 10 ans, j'enseignais le solfège dans des écoles de musique et dans des conservatoires. Et les enfants, pour leur apprendre à chanter juste, je leur faisais chanter des thèmes de John Williams qui sont super difficiles. Donc, bien sûr. Hans Zimmer, je crois que je l'ai pas fait, mais j'aurais pu. C'est pas grave. Pour me rattraper. Faire plaisir. D'accord. Merci. Et en fait, ça marche instantanément. Je veux dire, les enfants, ça faisait 6 mois qu'ils étudiaient la musique. Ils savaient chanter des thèmes qui sont ultra durs à jouer par des musiciens professionnels parce que l'intonation est compliquée. Et ça marchait tout seul. Les deux, ils ont cette faculté-là. Inventer des thèmes qui sont percutants, que tout le monde peut retenir et rechanter. Enfance, je pense à enfance, film, composition. Je pense à Miyazaki. On vous l'a déjà dit ? Non, on me l'a jamais dit. Ah bon ? Mais ça me fait plaisir. Ah bah écoutez, oui, absolument. Enfin, notamment sur votre travail sur les arbres. Oui. The Son of the Trees. Oui, The Son of Trees, oui. Bon, moi j'y suis au Japon. On vous l'a jamais dit, Camille Pépin ? Ça alors ? Non, on me l'a jamais dit. Musique de film, oui. Ouais. Mais non, Miyazaki et... Peut-être quelque chose de la rêverie, de l'impressionnisme, justement, de la touche des cerisiers, des fleurs qui naissent dans nos têtes quand on vous écoute, je sais pas, non ? Oui, non. Bon, bah écoutez, très bien. Impressionnisme, justement, je savais pas que l'impressionnisme n'était pas qu'un courant en peinture, c'est aussi un courant en musique. Oui. Et vous vous y inscrivez. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce que c'est avec vos mots ? En fait, c'est quand, pour moi, c'est alors par exemple le compositeur le plus qui illustre le plus clairement possible ce qu'est l'impressionnisme, c'est Debussy. On y revient. Oui, mais c'est un de mes compositeurs chouchous et que j'ai beaucoup étudié aussi. En fait, sa musique est faite de sensations et d'impressions. Il essaye, et il réussit très bien, de rendre en musique les impressions qu'il reçoit du monde, de la nature. Donc les sensations aussi et les sentiments, un peu tout ça. Et tout est lié. Et en fait, par exemple, il a fait une pièce magnifique pour orchestre qui s'appelle La Mer, qui est en 3 mouvements. Donc on a 3 étapes de la mer. On a le lever du soleil, on a les jeux de vagues, après on a la tempête. Et à chaque fois, on ressent
des impressions. On a l'impression d'être dans la mer ou sur la mer, ou je sais pas, d'être le soleil et de voir ce qui se passe. Enfin, c'est assez délirant en fait de réussir à faire ça. Et on a l'impression à la fois de regarder un tableau juste en écoutant. On ferme les yeux, on voit la mer. Ou alors on la sent. On sent les vagues, on a l'impression d'être dans l'eau. Le sel, et voilà, parfois. et puis c'est pareil, il a aussi des titres toujours très très poétiques qui sont très évocateurs. Par exemple, La terrasse des audiences au clair de lune. Voilà, c'est un titre que je trouve magnifique. Mais tout de suite, on imagine plein de choses. Vous pouvez nous citer quelques-uns de vos titres ? Parce qu'il y en a des très beaux. Et j'ai pas envie de choisir, parce que je peux pas. Ok. Alors, sur l'eau, tiens, restons sur le cycle de l'eau. Ou sur l'eau. Alors, j'ai l'orage, donc j'ai Aux confins de l'orage. Oui, je l'ai. Qui raconte ce qui se passe avant l'orage. J'ai Avant les clartés de l'aurore, puisque le deuxième mouvement, c'est de la pluie. J'ai Les eaux célestes. Ça, c'est bon, c'est la création de la Voie lactée. Mais dans la mythologie chinoise, c'est une rivière. Donc, on est dans le thème de l'eau. J'ai Pluie, larme de la terre. Voilà, sur la pluie. J'aime beaucoup la pluie. Hein. Mais je viens du Nord, donc... voilà. On peut être du Sud, comme moi, et adorer la pluie. C'est vrai. Mais il paraît que... Et l'orage. À Aix, on n'aime pas trop la pluie. On m'a dit Ça, hier les soir Aixois. que dès qu'il pleut, personne n'est dans Aix. Je vais pas me faire des Personne amis. ne sort. Je vais pas me faire des amis juste simplement pour celles et ceux qui écoutent le son de la scène. En ce moment, je suis marseillaise et donc on se charrie beaucoup entre Aixoises et marseillaises. J'en ai un autre, moi, qui m'a beaucoup plu. C'est le Pont des Ailes, non ? Oui, Celui-ci. qui est dans les eaux célestes. Oui, c'est Voilà. un des mouvements des eaux célestes. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu nous faire voir ou entendre dans le Pont des Ailes ? Tiens, Alors, mais il faut que je raconte toute la légende, en fait. vous voulez bien expliquer. ou c'est Ah oui, je veux bien. Ah bah allons-y alors. En fait, la pièce s'appelle Les eaux célestes et elle s'inspire d'une légende chinoise qui est très très ancienne, dans laquelle en fait la déesse du ciel tombe amoureuse du bouvier des étoiles. Donc lui, il s'occupe des vaches qui doivent nourrir les dieux, voilà, du royaume. Et elle tisse des vêtements pour les dieux, pour qu'ils puissent se vêtir et ne pas être nus. Voilà. D'où tisser les nuages aussi. Voilà, exactement. C'est elle. Voilà. Joli. Ouais. Mais oui, mais elle tisse aussi les nuages. Tisser les nuages, titre. Titre, Ah bien ouais. sûr, mais Ouais, c'est ouais. un titre. Du coup. C'est super, mais c'est très beau. Là, c'est une princesse tisserande. En Ok. fait. Voilà. Donc, ils tombent amoureux, mais ils sont tellement amoureux qu'en fait, ils s'occupent plus de leurs tâches respectives. Ça arrive. Voilà. Donc, et là, le dieu du ciel n'est pas du tout content. Et non. Donc, il décide de séparer les amants. Et comment il les sépare ? Eh bien, il met la Voie lactée entre eux. Rien que ça. Ah oui, carrément. C'est la pour Voie ça que la lactée, Voie quoi. lactée a été créée. En pensant évidemment que la Voie lactée va empêcher leur amour et Voilà. leur passion. Exactement. Donc, Pas malin, celui-là, quand même. voilà, là, évidemment, ils sont dévastés. Mm. Donc, ils travaillent toujours pas. Hein. Ben non, parce qu'ils sont dans Parce le qu'ils sont chagrin pas bien. immense. Voilà. Du coup, là, on a séparé leur amour. Oui. C'est ça. Oui. Voilà, ils peuvent plus se voir. C'est Horrible. voilà. C'est horrible. Terrible. C'est horrible. Avec la Voie lactée entre eux. Mm. Ce qui est très beau par ailleurs, mais là, non. On la voit pas, Oui. la Voie lactée, quand l'amour est de l'autre côté. Voilà. Ouais. Donc, le deuxième mouvement de la pièce, je l'ai appelé la séparation. Ensuite, on a le troisième mouvement qui s'appelle les larmes perlées. Donc ça, c'est la princesse qui pleure. Et elle, quand elle pleure, c'est joli. Voilà. C'est un passage très délicat. Elle est dans les nuages et il y a ces larmes qui tombent comme des perles. C'est quand même Sur d'une les grande nuages. mélancolie. Hein. Si vous êtes en chagrin d'amour en ce moment, que vous nous écoutez, attention à celle-ci quand même. Bon, je dis ça à celles et ceux qui nous écoutent, Camille, mais ça veut dire que ça fonctionne. Et ensuite, après les larmes. Eh bien voilà. Ensuite, c'est le pont des ailes. Parce que les amants sont tellement désespérés. En fait, ils demandent à des oiseaux qui passent par là de créer un pont au-dessus de la Voie lactée avec leurs ailes pour qu'ils puissent se rejoindre. Mais tout ça sous autorisation du dieu du ciel qui ne leur accorde de se voir qu'une seule fois par an. Une journée, une seule fois par an. Et c'est le 7 juillet. Ah, c'est passé du coup, Voilà, c'est à passé. l'heure où l'on se parle. Mais le 7 juillet, c'est la fête en Chine. Mais c'est la fête de l'amour. Ça veut dire que le 7 juillet prochain, ils vont pouvoir se revoir, les amoureux. Exactement. C'est hyper beau. C'est un peu loin quand même. C'est un peu loin, c'est vrai. Vous trouvez pas que c'est loin ? Ah ouais. C'est hyper beau. J'allais dire, c'est magique en fait de parler de musique comme ça, et la manière dont vous en parlez, Camille Pépin, et dont vous composez est tout aussi poétique que la manière de l'entendre. Et ce qui est très beau, c'est qu'on s'y connaisse ou pas, en musique contemporaine, en musique. Voilà, je dis bien musique, parce qu'il y a beaucoup de préjugés aussi sur la musique contemporaine, et Tout j'en à ai fait. eu
et j'en ai toujours, et c'est OK. C'est qu'on la reçoit, en fait, parce que ces histoires-là, moi, j'ai pas entendu les oiseaux qui faisaient leur boulot dans le Pont des Ailes, mais j'ai entendu tout le reste, en fait, sans connaître cette histoire-là. Et précisément en venant ici, en voulant la découvrir avec vous. Ça, c'est quand même la force, encore une fois, de la composition. Enfin, c'est un pouvoir magique que vous avez là. Je sais pas si c'est un pouvoir magique, mais c'est sûr qu'il y a une part de magie. Et en tout cas, moi, quand je compose, je suis obligée d'avoir des images dans la tête. J'ai pas de... Je sais pas, je me réveille pas avec des notes de musique dans la tête. Alors, c'est parce que les images arrivent avant et les notes ensuite. Oui, sont les images... Parce que ça pourrait être l'inverse. Ça pourrait. Enfin, j'imagine que d'autres compositeurs, compositrices fonctionnent oui, de toute façon, tout existe. Et puis, on a chacune notre façon de faire. Et il y a des compositeurs qui se réveillent avec de la musique dans leur tête et ils sont obligés de la mettre sur le papier très vite pour s'en libérer. Et tout ça. Faut que ça sorte. Oui, c'est ça. Bon, moi, c'est pas ça du tout. C'est vraiment... J'ai besoin d'images, j'ai besoin de sensations. Mais vous allez les chercher, ces sensations-là. Vous savez, c'est comme l'écriture ou la vie. Je vais les chercher, ce terme-là. Oui et non. En fait, elles s'imposent aussi un peu à moi. C'est-à-dire que quand je vais me balader dans la nature, en fait, il y a des sons, des couleurs. Pour moi, c'est de la musique déjà. Donc, à chaque fois que je vais me balader quelque part, j'ai envie d'écrire des trucs après. Ou quand je vais voir une expo. Ou quand je regarde un film, quand je lis un livre, il y a des choses qui je sais pas, qui prennent naissance. Ok, Camille Pépin, je suis ravie de partager ce moment avec vous pour le son de la scène. Et on va faire quelque chose que je voulais vous faire. Je vais vous lancer un petit défi. Ouh là là. Bah oui, parce qu'enfin, je veux dire, quand on est brillante comme vous, soit je vous dis que vous êtes brillante et que vous le savez déjà. Et en fait, j'ai pas très envie de ça. Et je pense que celles et ceux qui nous écoutent non plus. Mais j'aimerais vous lancer un tout petit défi, mais tout petit. Et vous me dites non, merci, bonsoir. Enfin, si vous n'avez pas du tout envie de le relever, d'accord ? Si, je vais tester. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que vous êtes pop aussi. Écoutez votre choix musical juste après. Et puis si je me vautre, c'est pas grave. Non, je me suis trompée entre Hans Zimmer et John Williams. Donc voilà. Et regardez, ça va, en vrai. J'ai 2 ouvrages que j'ai dans les mains à vous proposer, qui font partie de mes lectures en ce moment. Je sais que vous lisez beaucoup, vous écrivez beaucoup. Celui de Judith Chalansky, qui s'appelle « Le bleu ne te va pas ». Je connais pas. Une histoire de matelote, en gros, et de famille. On lui dit « Le bleu ne te va pas », et elle dit « Si, le bleu va m'aller ». Vous voyez, je veux vous amener un petit peu. Voilà, c'est une femme libre, indépendante, etc. Et qui ne veut pas être oubliée de l'histoire, comme certaines compositrices l'ont été avant vous. Oui. Et elles reviennent, heureusement, on les ressort, enfin. On ne les efface plus de l'histoire, ou plus tout à fait. Et ça, c'est Pêcheur d'éponges. C'est de Yanis Deirakis. Et c'est une archive de 1900 qui a été retrouvée sur une île et qui raconte les pêcheurs d'éponges. Et cette archive-là a été retrouvée parce que l'oncle a trouvé l'archive et en a fait un livre. D'accord, ok. Donc on est sur 2 histoires, voilà, plutôt de mer. Ok, je ne connais ni l'un ni l'autre. Mais c'est très bien. Déjà, comme ça, Camille Pépin, lequel choisiriez-vous Le bleu ne te va pas. Pour écrire quelque chose. Ok, je laisse les pêcheurs d'éponges. Je pose. Le bleu ne te va pas. Qu'est-ce que vous voyez sur la couverture du livre ? La mer. Quel bleu ? Un bleu ciel et un bleu marine. Et vous voyez comme moi les vagues ? Oui. Okay. Alors, ah non, je vois pas de vagues, moi. Vous voyez quoi ? Je vois des reflets. Ah, vous voyez les reflets, donc la lumière, et éventuellement le ciel qui brille. Le reflet de la lumière sur la mer. Quoi d'autre ? Peut-être aussi un peu la mousse, ou l'écume, pardon, la mousse. Oui, l'écume. L'écume aussi, hein. Ici, il y a quand même un peu des vagues, non ? Pas de vagues. Ah non, je vois pas de vagues. Pour moi, c'est une mer très calme, là. C'est une mer calme, ok. Oui. Très bien. Juste des reflets. Et là, comment ça sonnerait en musique ? Alors là, ce serait... Comme ça, vraiment, on s'amuse, hein, là. Ah oui, non, mais ça me parle. Donc ce serait une mélodie plutôt calme. Oui, ce serait très calme. Ce serait j'imagine, une texture essentiellement constituée de cordes, les cordes de l'orchestre. En fait, alors, les cordes, c'est pour celles et ceux qui n'y connaissent violon, pas grand-chose. Ouais. Alto, violoncelle, contrebasse. Ok, donc on a des cordes. Oui, mais sur une texture qui est très plane. Je vous donne le livre en même temps, si vous voulez. Immobile. Et quelque chose d'assez suspendu. Parce que là, moi, je vois pas de mouvement. Par contre, j'ai des reflets. Et ça me donnerait envie de faire émerger de la lumière, mais jamais du même endroit dans l'orchestre. Donc, je sais pas, je commencerai peut-être d'abord par faire
des sortes de reflets scintillants chez les violons. Et après, à l'opposé, par exemple, contrebasse. Ouais, donc gauche-droite. C'est ça, ouais. Oui, plus grave. Mais juste pour alterner. Voilà, qu'on a l'impression que c'est pas une matière qui est uniforme. Il n'y aurait pas de vent d'instrument à vent? Non. Non, il n'y aurait pas d'instrument. Il n'y aurait pas de cuivre? J'adore les cuivres, moi. Ah, j'adore les cuivres aussi. Trompettes, tout ça. Il n'y aurait pas un petit peu des trompettes au loin, là? Non? Pas Comme encore. un bateau qui arrive de quelque part? Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Peut-être à la fin? Par contre, il y aurait des percussions. Ah, pourquoi? Ouais. Parce qu'il y a de la lumière. Moi, je vois de la lumière. Là, vous dites, qu'est-ce qu'elle prend le matin pour être dans cet état? En même temps, je pense que ceux qui nous écoutent se demandent pour moi aussi. Il y aurait quel type de percussion? Parce que percussion, ça veut tout dire. Oui, alors c'est pas de la grosse caisse, par exemple. Voilà, non. Pas des timbales. Non, des percussions, des métaux. Ouais, des métaux, des choses scintillantes. Des crotales, par exemple. C'est quoi du du crotal? vibraphone. Crotales sont des sortes de petites cymbalettes, des toutes petites cymbales en métal qui sont très très aiguës. Et en fait, on peut les jouer soit avec des baguettes, donc là ça fait un cling, mais très très aigu, ou soit avec des archets. Et là, je pense qu'avec les cordes, par exemple, si on joue ça avec les archets, ça ferait une sonorité très étonnante, mais qui ressortirait bien, et on verrait quelque chose de vraiment scintillant au-dessus d'un tapis immobile. Pas de piano, pas de clavier, pas de... Non, parce que j'entends... Là, le piano, il serait percussif dans l'ensemble que j'imagine, là, comme ça. Il serait trop percussif. Ça veut dire trop fort, trop intrusif, trop... Ouais. C'est ça? Oui, ça dénoterait trop. Mais du Célesta, à la rigueur. Et ça qui a une aussi, sonorité plus magique. C'est quoi, le Célesta? Eh bien, en fait, c'est un clavier qui est assez petit et qui a une sonorité magique, féerique. C'est l'instrument qui est utilisé dans le ballet Casse-Noisette. Et tout à coup, c'est plus clair. Oui, voilà, ouais. Ça y est, on l'a. Et dans le thème d'Edwige dans Harry Potter. Voilà, c'est le Célesta. Ah bah, Camille Pépin, je crois que vous avez choisi de nous faire entendre Harry Potter dans le son de la scène. Oui. C'est votre choix musical? Oui, j'adore cette musique et j'ai... En fait, depuis que je l'ai découverte, donc je sais pas, je devais avoir 12 ans, 12-13 ans, je l'écoute tout le temps. C'est laquelle? La BO du premier film, Harry Potter à l'école des sorciers. Évidemment. Camille Pépin, notre invitée du son de la scène, compositrice, qui vient de faire une œuvre, là, à l'instant, sur Le bleu ne te va pas, pour le son de la scène. On écoute Harry Potter ensemble, et je pense que pour vous, quelle que soit votre génération, quels que soient nos âges, d'où l'on vient, où l'on va, ça va sonner. Vous venez peut-être de découvrir le Célestal grâce à Camille Pépin, qu'on a entendu à l'instant dans Harry Potter à l'école des sorciers. C'est votre choix, Camille Pépin, invitée du son de la scène. On est ravis de vous recevoir quelques heures, et là vraiment quelques heures avant une création mondiale. Oui. Laquelle? La vôtre? Racontez-nous un petit peu ce qui va se passer là vraiment au Grand Théâtre de Provence. On est dans un studio de musique, donc on s'est mis un peu à l'abri pour cette émission. C'est pas mal, lumière tamisée. Oui, on est bien ici. Canapé en cuir. Et puis pas loin une table de mixage quand même, histoire d'avoir du son pas loin. Qu'est-ce qui se passe dans quelques heures, Camille? Dans quelques heures, eh bien, il y a l'avant-scène. L'avant-scène. Voilà, donc je vais pouvoir expliquer au public, donner quelques clés d'écoute. Et puis après, on a le concert.
Alors c'est une création mondiale, c'est important de le souligner aussi parce que c'est la première fois que ça va être joué dans le monde et c'est à Aix-en-Provence au Grand Théâtre de Provence. Racontez-nous un peu cette œuvre qui est presque un cadeau, qui est dédié à Renaud Capuçon, mais pas que. C'est un cadeau, hein. Je ne sais pas si on vous a déjà offert une œuvre musicale, mais je crois que tout le monde en rêve. Comment vous dire alors, cette pièce, donc, c'est La nuit n'est jamais complète, qui s'inspire du poème de Paul Éluard dont on a parlé tout à l'heure. Et en fait, j'ai conçu cette pièce pour aller avec le concerto pour violon que j'ai écrit pour Renaud il y a 2 ans. Et en fait, à l'origine, pourquoi Paul Éluard ? On va me demander pourquoi ça. Et à part le fait que c'est magnifique et que c'est très inspirant. De l'amour et que l'amour est sublime dans ses mots, oui. Mais c'est parce qu'il y a 2 ans, quand j'ai dû écrire le concerto pour Renaud, je lui ai demandé, c'était la première fois qu'on travaillait ensemble, je lui ai dit, est-ce que pour ton concerto, tu as une envie particulière, un désir, je sais pas, voilà. Et, il m'a dit, écoute, c'est la première fois qu'on me demande ça. Alors pourtant, des créations, il en fait beaucoup. Et il m'a dit, tu en fais ce que tu veux. C'est la douceur de demander, en fait. Mais c'est vrai quand on demande. Mais pour moi, c'est tout l'intérêt de travailler avec... de collaborer, de se rencontrer. Oui. C'est de la musique d'aujourd'hui. Moi, j'ai l'occasion de demander à Renaud s'il a une envie particulière. J'ai envie de lui faire quelque chose sur mesure, en fait, qui lui plaise. Donc, quand même. Mais oui, cette notion d'offrir une. Mais oui, j'ai envie que ça lui plaise. J'ai envie qu'il s'en empare et qu'il soit heureux à chaque instant de la découvrir, de la jouer. Et il m'a dit, moi, j'adore Paul Éluard depuis toujours. Et si tu pouvais faire quelque chose dessus, peu importe la forme que ça prend, mais j'en serais très heureux. Et je lui dis, écoute, moi, ça résonne en moi parce que j'aime beaucoup aussi. Et... Sachant que quand on dit Paul Éluard, il y a 1000 recueils de poésie, il y a... Oui, après, j'ai pris ce qui me plaisait. Voilà, non mais c'est important de le dire, parce qu'il y a une sélection quand on compose, mais à ce moment-là, je sais pas, c'est comme quand on rentre dans une librairie, on se dit « Oh là là, tous ces livres que je ne lirai jamais parce que j'aurai pas le temps », est-ce qu'il y a quand même une petite pression en vous, en même temps, on se dit « Oh, mais vers où je vais ?» de Paul Éluard, justement, je lui ai demandé de m'envoyer quelques poèmes qu'il aime particulièrement. Et pour voir aussi quel Paul Éluard le touche particulièrement. Et j'ai pas tout choisi dans ce qu'il m'a envoyé, mais il y en a en commun. Et donc voilà, on a fait ça. Et puis après, quand est venue l'idée de cette commande, où cette fois-ci, il allait la diriger et non pas la jouer, je lui ai dit, écoute, je suis en train de penser à quelque chose. En fait, il faut qu'on continue cette histoire avec Éluard. On adore tous les deux. Et le concerto, finalement, il fait 23-24 minutes. Je lui ai dit, moi, j'aimerais bien qu'on arrive à, 1 heure de musique autour de Paul Éluard. Et je lui ai dit, je pense que une sorte de prélude avant le concerto, ça pourrait être génial. Mais j'étais pas sûre de réussir à le faire en composant. Je lui ai dit ça au tout début, je cherchais encore des idées. Et alors ça a bougé un petit peu. Après, quand j'étais en train d'écrire, je me suis dit non, en fait, ça sera mieux après le concerto. Puis bon, finalement, je suis revenue à mon idée de départ et ça se joue avant. Donc il y a un prélude, c'est ça ? Racontez-nous un peu comment ça va sonner. Alors, dans la pièce, elle fait un petit quart d'heure. On a une introduction qui est... très douce, et c'est une atmosphère nocturne, c'est la nuit. Voilà, quelque chose de très calme, mais où il y a de la lumière, il y a des choses qui scintillent et des choses qui tentent d'émerger. Des choses assez mélancoliques, mais ça marche jamais vraiment. À chaque fois, c'est stoppé. Donc, vous n'avez pas pensé à Apollinaire, là, il est grand temps de rallumer les étoiles, non ? Oui. Ok, c'est peut-être joli. Un petit peu ça. Du coup, la nuit... Lumière, ombre, mais c'est la nuit. Mais oui, c'est la nuit. Et puis, on ne sait pas très bien ce qui va se passer. C'est assez mystérieux. Il y a des éléments qui veulent sortir, mais non, c'est pas encore le moment. Et puis, après, là, j'ai voulu exprimer la traversée de quelque chose de vraiment très sombre. Donc, ça peut être la nuit, la vraie nuit. Ça peut être un épisode très difficile dans la vie. Donc c'est la douleur plutôt, la douleur, la souffrance. Sur la partition, j'ai écrit plusieurs fois intense, bouleversée. Okay. Voilà. Oui, ce qui peut être une souffrance collective ou individuelle aussi. Okay. Ça peut. C'est vraiment un truc. La souffrance, mais de manière générale, ça peut être très large. On peut imaginer ce qu'on veut. Et après, j'ai voulu faire sortir de cette noirceur
la lumière. Et en fait, toute la deuxième partie de la pièce, ça va être ça. Ça va être comment on fait sortir ça. Il y a le début de la deuxième partie. Donc après, vraiment, à la fin de la première partie, ça envoie très fort, quoi. Là, je reprends vos mains, puisqu'on ne le voit pas dans le son de la scène, et j'aime aussi donner à voir quand on parle. Quand vous faites ça avec vos mains, moi aussi je parle avec les mains. Vous n'êtes pas un peu italienne? Vous êtes sûre que vous êtes née à Amiens? Oui, ça, je suis sûre. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que ça veut dire avec un orchestre? Quand vous dites là... Il y a un grand outil d'orchestre, c'est-à-dire que tout le monde joue. Tous les pupitres sont sollicités, et puis de manière très sonore. Et quels instruments alors, Camille? Alors là, ce qu'on va entendre beaucoup dans ce moment, les percussions métalliques. Elles vont énormément ressortir. Il y a des grands coups de timbales. Il y a les corps qu'on va beaucoup entendre, les trompettes. Ah, finalement des cuivres. Les cuivres. Mais je viens du Nord, hein, donc les cuivres, c'est la religion. C'est la fanfare. Alors, en fait, tous les instruments les plus sonores de l'orchestre, on va avoir les cordes qui vont être dans l'aigu, particulièrement à ce moment-là, alors qu'avant ils sont plutôt dans un registre médium. Voilà, ce sera assez soft, mais à ces moments-là, ça envoie vraiment. Et après de ça, il y a vraiment une rupture dans la pièce. Et là, on bascule. On va dans le monde du rêve, parce qu'à ce moment-là, on espère qu'il va y avoir de la lumière. On n'est pas tout à fait sûr. Mais on ne sait pas s'il va y en avoir. Ah. Donc on est dans le doute du chemin vers la lumière. Oui, et c'est ça. Et dans cette deuxième partie, on va y avoir des choses plus lumineuses, plus tendres, qui font un peu de bien à l'âme. Qui soignent un peu. Oui, c'est ça. Mais on va aussi rappeler ce qui s'est passé dans la première partie. Donc on va rappeler des moments sombres. Et la fin, j'ai fait... Alors ça, le public jugera. J'ai voulu faire en sorte qu'on se pose une question et pas qu'on ait une réponse. Est-ce que la nuit est complète? Est-ce que la nuit est pas complète? On ne sait pas. Je voulais juste qu'à la fin de la pièce, qui se termine un peu de manière énigmatique, en fait, le son s'éteint naturellement. On est chez les cordes et en fait, il laisse juste l'archer. Et vous qui êtes cinéphile, c'est une fin ouverte alors? C'est une fin ouverte, c'est une fin énigmatique. Je voulais juste qu'on se pose la question, la nuit est-elle jamais complète? Camille Pépin, il est temps d'entendre un extrait de l'une de vos œuvres. Laquelle avons-nous choisi ensemble? Si je te quitte, nous nous souviendrons.
Camille Pépin, invitée du Son de la Scène. On vient d'entendre Si je te quitte, nous nous souviendrons. Il y a des titres comme ça qui sont parfois difficiles à dire parce qu'ils évoquent des souvenirs et c'est la force de la musique. Camille, vous êtes, on l'a dit, on dit souvent, voilà, la compositrice prodige. Enfin, j'ai beaucoup lu sur vous, mais assez peu parce que je vous ai plus écouté. Je crois que c'est... je préfère. Bah oui. Moins de 10% des femmes quand même dans le monde des compositrices, dans les structures culturelles. Est-ce que ça vous met un peu en colère ? Comme est-ce que ça vous met en colère, double question en une, le temps file, comme la musique, d'être programmée parce que vous êtes une femme ? Ah oui, ça m'énerve, mais c'est comme rarement les choses peuvent m'énerver. Comment la sublime, la colère ? Celle-là, quand on est compositrice, on écrit encore plus de pièces ? Non, parce que je fais déjà que ça, donc je ne peux pas écrire plus. Vous avez l'air si douce comme ça qu'on se dit, mais est-ce qu'elle s'énerve un peu parfois ? Et je crois que vous auriez absolument raison. Je m'énerve, mais dans ma musique, je m'énerve mieux que dans la vraie vie. D'accord. Par exemple. C'est pour ça que j'entends un peu du Bernstein aussi, je ne vous l'ai pas dit, dans votre musique. Ouais. Il y a des moments où on est aux États-Unis, quoi, pour moi. Oui. Génial. Mais j'adore les compositeurs américains. Voilà. West Side Story, tout ça. On y est, référence aussi. J'adore. Formidable. Donc là, la colère... La colère, et en fait, je pense que... De l'effacement des femmes compositrices de l'histoire aussi, enfin oui. Voilà. Alors, mais ça me met en colère à plein de niveaux, et puis ça crée des choses un peu compliquées chez moi, parce que je ressens une certaine pression aussi, parce que je me dis, si je fais pas bien mon travail, je vais me faire allumer. Mais oui. Parce que je suis une femme. Bien sûr. Et les hommes ont la chance de pas avoir cette pression-là. Et je trouve ça terriblement injuste. Malheureusement, on est obligé de passer par là. Et pour l'instant, on est encore moins nombreuses que les hommes. Ça a changé, vous inquiétez pas. À cause de l'histoire. Voilà, on ne peut pas refaire ce qui a été fait. En même temps, Clara Askill, Lily Boulanger, c'est des compositrices qu'on redécouvre là et qu'on remet en avant. Et c'est merveilleux, en fait, aussi pour celles et ceux qui connaissent mal la musique classique ou la musique contemporaine. Oui. Ça aussi, ça doit être une joie pour vous, j'imagine. Ah oui, une pression et une joie en même temps. C'est génial. Et puis, je pense aussi aux petites filles qui rentrent dans les écoles de musique, au conservatoire, qui maintenant ont la chance de découvrir tout de suite ces compositrices. Donc juste... qu'elles aiment ou qu'elles n'aiment pas la musique, elles savent qu'il y a des compositrices qui existent. Comme des chefs d'orchestre, c'est pareil. Et du coup, elles ont envie de le devenir. Peut-être. Voilà. Camille Pépin, dernière question avant de vous laisser aller vous préparer pour quand même cette co-création, hein, je le répète, Renaud Capuçon, la Philharmonie de Liège, les théâtres, le Grand Théâtre de Provence et vous, bien sûr, à la composition. Vous d'abord, Camille Pépin. Non mais oui, moi j'aime bien aussi nommer les choses comme ça, elles existent. Qu'est-ce qu'un artiste, Camille ? C'est la question qu'on pose à tous nos invités depuis désormais 4 saisons et demie, 5 saisons dans le Son de la Scène. C'est un passeur. C'est quelqu'un qui transmet. Alors quoi, ça peut être très varié, mais c'est quelqu'un qui transmet, c'est quelqu'un qui a besoin de partager sa vision des choses. C'est quelqu'un qui a besoin de... En fait, c'est un ou une artiste, c'est quelqu'un qui parle mieux par un autre vecteur que la parole. Pour, par exemple, les peintres, les compositrices, les chorégraphes. Pour moi, c'est plus facile. J'ai l'impression d'aller plus loin dans la traduction, la transcription de ce que je peux ressentir par ma musique. Un artiste, c'est quelqu'un qui parle mieux, là où les mots sont impuissants à le faire. Peut-être. Je crois que la boucle est bouclée et que c'était un plaisir immense vraiment de vous recevoir, Camille Pépin, avec toute l'équipe des théâtres. Je salue Enzo qui réalise cette émission depuis quelques-unes, désormais quelques épisodes. Merci beaucoup à lui, Marina, Bastien et tous les théâtres qui nous permettent de mettre en avant les artistes et de leur donner du temps et de nous donner du temps. Et vous entendez dans ma voix que je suis émue. Il est donc temps d'arrêter là, de vous souhaiter une excellente création mondiale au Grand Théâtre de Provence dans quelques heures et merci et belle suite, Camille Pépin. Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu et de m'avoir donné la parole.